Bienvenue pour la restitution des résultats de ce baromètre 2015 sur intelligence artificielle et intérêt général. C'est un plaisir de vous accueillir après plusieurs mois de travail et merci donc à l'ORS, Lydie Recordet, de nous accueillir aujourd'hui pour cette restitution. Alors, je pense que vous ne me voyez pas à l'écran, mais néanmoins, je suis ravie d'être là avec vous et de participer à cette restitution. L'ORS a été très fière de pouvoir être partenaire du baromètre IA for Impact quand Gabriel et Marion nous ont proposé ce projet. L'IA, c'est un enjeu majeur désormais pour les membres de l'ORS et leur direction RSE, d'où le fait qu'on puisse parler d'impact. Et nous travaillons beaucoup sur les questions de lien entre les entreprises et leur territoire, avec les acteurs associatifs, les collectivités territoriales, les élus, et donc d'avoir ce point de vue-là qui s'exprime au sein de ce baromètre, ces acteurs-là, on a trouvé que c'était très, très innovant, que ça allait permettre de pouvoir outiller pas mal de monde, donc on est absolument ravis de pouvoir être présent à cette restitution. Donc moi je connais un petit peu les résultats, mais il y en a deux, trois qui nous ont pas mal intéressés. Merci beaucoup Lydie pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on vous présente les résultats de ce baromètre qui nous ont appris des choses un peu surprenantes. Et pour ce faire, on a travaillé avec Marion Berthaud, que je laisse se présenter. Eh bien, bonjour à tous, donc Marion Berthaud. Moi, je travaille dans l'IA et en particulier dans des cas d'usage auprès d'associations de l'intérêt général, des structures à impact. Et il me paraissait intéressant d'aller tendre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur le sujet. Et c'est ce qu'on va faire avec ce baromètre. Merci Gabrielle de m'avoir embarquée là-dedans. Merci beaucoup Marion. Et puis je me présente également, donc je suis Gabrielle Gay, la fondatrice de Révélateurs de richesse immatérielle, qui est un cabinet de conseil qui accompagne sur tout ce qui est coopération, accompagnement aux transitions à l'intérieur des organisations et puis à l'évaluation d'impact. Et donc au regard de l'émergence de l'intelligence artificielle, mais on s'est posé la question, quelle place de l'intelligence artificielle face à l'impact. Et donc, on va juste vérifier que vous voyez bien le partage d'écran. Apparemment, on a un autre problème technique qui se poursuit. On partage son écran, mais pas du PowerPoint. Oh oui, vous êtes en partage d'écran, mais pas du PowerPoint. On va pouvoir partager l'écran très rapidement. Alors, ou sinon, toi, tu peux voir, Marion, si on a la chance de pouvoir le gérer d'une autre manière. Alors, déjà, pour ne pas vous faire perdre votre temps, donc ce baromètre, il a été fait avec l'appui, donc bien sûr, de l'Observatoire de la RSE, de l'ORS, de l'ANP, qui représente en fait les élus ruraux de France, donc à peu près la moitié des élus, la moitié des territoires de France. Et puis, nous avons également eu comme partenaire la Fondation GRDF, le Club des entreprises engagées de La Réunion, et puis Outsiders, qui est une association qui fait de la prévention sur les usages du numérique auprès des jeunes, notamment pour présenter rapidement chacun des partenaires, et ainsi que Paris-Est Marne-et-Bois, qui représente une intercommunalité d'une douzaine de communes et qui est précurseur sur l'intelligence artificielle. Alors, je vous disais, sans plus attendre, les résultats, les enseignements de ce baromètre, et puis à la fin, on vous présentera la méthodologie, mais ça, ce sera pour après. On peut passer directement à la page suivante. Le premier enseignement, c'est qui est surprenant ou pas, vous allez voir chacun par rapport à votre écosystème, c'est que l'intelligence artificielle est déjà massivement adoptée. Alors, attention, massivement adoptée de manière individuelle. Mais notre travail, c'est aussi de voir dans les organisations, est-ce que c'est véritablement massivement utilisé? Vous voyez qu'il y a un grand écart. On est 80%, plus de 80% d'usage
individuel et on est à seulement 20% d'usage au travail. Donc, ça nous montre bien qu'il y a une grosse différence d'usage entre les deux. Et ce qui est particulièrement surprenant, c'est qu'on est presque à la moitié des répondants, on a eu plus de 600 répondants, 49% qui nous disent qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient l'utiliser dans le cadre professionnel. Donc ça, c'est un premier enseignement assez majeur que l'on a ici. Je rajouterais une chose, c'est que cette adoption massive, c'est quelque chose qui est assez inédit. La technologie, d'habitude, quand elle s'installe quelque part, on démarre par on a besoin d'apprendre et donc il y a besoin de sensibilisation, il y a besoin. Là, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord eu une appropriation par le mode privé, et donc on est dans une situation dans laquelle on a une opportunité inédite, parce qu'on peut très facilement, à partir du moment où on va démontrer des usages utiles au niveau professionnel, on va aller très rapidement sur une application. C'est vrai que c'est un enseignement majeur et il n'en enlève pas moins d'intérêt sur les enseignements suivants, comme par exemple sur l'enseignement numéro 2, où là, on a quelque chose qui est aussi intéressant sur les freins. Dans l'actualité, on entend pas mal d'éléments sur attention à l'usage éthique de l'intelligence artificielle, attention pour le climat, l'usage de l'énergie, et puis aussi attention pour l'usage des données. Ben là, on voit qu'on a entre 14 et 21% des freins qui sont cités sur la protection des données. Et c'est vraiment ce qui est majeur. Alors pourquoi c'est entre 14 et 21%? Parce que ça dépend des usages. Mais sur la majorité des usages, on est vers 20-21% qui est sur oui, mais moi je veux bien utiliser l'IA dans mon domaine professionnel si mes données personnelles sont protégées, si mes données professionnelles sont protégées et si mon savoir-faire, mes données organisationnelles sont aussi protégées. Et ça, vous voyez que c'est important avant même le côté, faut que je monte en compétences, avant de savoir s'il y a une clarté juridique ou même de la fiabilité dans l'usage. Donc, ça met vraiment en point central ce qu'on met sous le mot de souveraineté. Vraiment, la souveraineté des données, ça va être quelque chose d'important bien avant la dimension technologique. C'est particulièrement intéressant parce que le fait que les acteurs de ce secteur, en fait, ils sont conscients de ça. Ça veut dire que la sensibilisation qui a été faite sur la question de la data, elle a fonctionné. Ils sont particulièrement conscients de ça. L'enseignement numéro 3 qu'on a eu dans le cadre de ce baromètre, c'est que l'usage de l'intelligence artificielle révèle la structure interne. Et je pense que vous me direz si vous le partagez, mais c'est vraiment l'un des enseignements majeurs de ce baromètre. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens disent tout de suite, ça va plus vite. Ça me permet de faire des choses que je ne faisais pas avant. Ça me fait gagner du temps, etc. Et donc, tous ces enseignements-là paraissent comme des évidences. Mais là, ce qu'on a vu dans le baromètre, c'est qu'en fait, ces évidences, elles ne sont pas si évidentes que ça. Et qu'en vrai, on voit que dans la structure interne de la conduite du projet des organisations, alors vous voyez, on a découpé conception, planification, pilotage, suivi, évaluation et valorisation. Eh bien, les usages ne sont pas du tout équivalents d'une organisation à l'autre. C'est vraiment de se dire que la structure interne, on va dire l'ingénierie interne des organisations, est véritablement soit valorisée à travers l'IA lorsque c'est très bien structuré, ou bien ça accroît le flou quand on utilise l'IA sur de l'ingénierie qui n'est pas claire, là, on risque d'avoir un accroissement du flou. Donc, c'est là une révélation qui montre que, point de vigilance sur l'usage de l'intelligence artificielle, si avant même d'utiliser l'intelligence artificielle, l'ingénierie interne n'est pas structurée, on va dire, ça devient un risque pour les organisations. Et ce risque-là, on l'a vu identifié nulle part. Donc,
comme disait Lydie dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On veut vraiment cette restitution comme un moment d'échange et pas seulement comme un moment où on va vous dire voilà ce qu'il en est dans les choses. C'est aussi pour pouvoir répondre à vos questions qui sont peut-être dans des données qu'on n'a pas forcément sélectionnées pour vous, parce qu'on a eu, je vous dis, plus de 600 répondants avec une trentaine de questions qui étaient posées, dont des questions ouvertes. Et puis, on va continuer le travail ensuite. Alors, pour l'enseignement suivant, on est là sur un chiffre, 37% des organisations qui ne peuvent pas se situer dans la chaîne d'impact. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même complètement, j'ai envie de dire, novateur en termes d'enseignement, parce que vous l'avez vu, de la conception à la valorisation, en passant par le pilotage et les autres éléments de la chaîne d'impact, eh bien, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent utiliser l'IA pour booster leur chaîne d'impact, pour réussir à lui donner de la valeur, qui ne savent pas non plus qu'ils peuvent l'utiliser sur l'ensemble des leviers de la chaîne d'impact. Et donc, ils se disent, bah, je peux peut-être l'utiliser sur une dimension qui est celui de la conception, ça va m'aider à réfléchir sur différents points, ça va m'aider à poser les questions différemment, mais qui ne s'imaginent pas de pouvoir l'utiliser sur l'ensemble des dimensions. Le message vraiment central, c'est que le premier point, il est méthodologique. Quand on n'arrive pas à se positionner sur l'ensemble de la chaîne d'impact, ça veut vraiment dire quelque chose. Surtout quand on se rend compte que les gens ont répondu à d'autres questions, en fait, dans le questionnaire. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, ils n'ont pas voulu répondre, etc. Non, non. En fait, ils ont répondu à d'autres questions qualitatives juste à côté, en posant des questions et en nous disant, bah, je ne savais même pas que c'était possible, ou bien, ah, on va réfléchir à le faire. Le questionnaire permet une conscientisation des enjeux parfois. C'est ce qu'on observe dans différentes études qu'on a déjà menées. C'est intéressant. Il est transformatif par nature, pratiquement. Exactement. Bah, c'est ce qu'on a pu remarquer. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut-être donnera tout son intérêt à la deuxième édition de ce baromètre, c'est de voir quelle transformation ça y a pu s'opérer. Bah, j'ai envie de dire bien au-delà du baromètre, hein, mais aussi à travers le baromètre, on posera aussi la question de savoir est-ce que ça a éveillé de nouvelles pratiques, de nouveaux usages. L'enseignement suivant, c'est une courbe en creux. Alors, cette courbe en creux sur l'usage de l'intelligence artificielle qui montre une adoption à la fois réelle, mais structurellement fragile. Sur le haut, en fait, de la chaîne d'impact, donc toute la partie qui est sur essentiellement la conception. On est quasiment à un quart des répondants qui nous disent on se sert de l'IA pour travailler à l'amont de nos démarches de projet, de nos démarches d'impact. Un quart, alors que sur tout ce qui est modèle de langage, intelligence artificielle de différentes natures, ça fait pas très longtemps quand même que c'est sur le devant de la scène pour l'usage de tous. C'est comme tu le disais Marion tout à l'heure, quand même une appropriation extrêmement rapide des choses. Inédite, hein. On n'a jamais eu une appropriation aussi rapide technologiquement parlant d'un outil comme ça. C'est ça qui est impressionnant et c'est ça en même temps qui nous renvoie vraiment à de la vigilance, de se dire ça va très vite, c'est super, et en même temps, à quoi faut-il faire attention pendant cette appropriation rapide. Mais en même temps, cette appropriation rapide sur le début de la chaîne d'impact, vous voyez qu'il y a un effondrement en sorte. On est sur le suivi à 7% d'usage et sur l'évaluation à 8% d'usage. Donc ça, c'est quelque chose qui nous montre que quand même, avec une légère remontée sur la valorisation, donc sur l'étape numéro 6, ça veut dire que quand même en creux, sur ce qui constitue le quotidien de la gestion de projet, eh bien, l'IA n'est pas encore présente à ce niveau-là. Et ça, quand on voit l'enseignement numéro 6, qui est en miroir à cet enseignement numéro 5, eh bien, vous voyez, c'est que les priorités, la différence entre l'usage que je viens de vous présenter sur l'enseignement numéro 5 et les priorités demandées
sur l'enseignement numéro 6, on n'est pas complètement en adéquation. Vous voyez que sur la priorité numéro 1, qui est la planification, on était à un usage autour de 4-5%. Et vraiment, si on tire les virgules, on peut peut-être trouver 6, mais vraiment, on est à un usage très, très léger. Et puis, pareil, l'usage central, en fait, est précisément là, enfin, l'usage central de l'IA, pour faire la phrase en entier, est précisément là où on ne l'utilise pas encore. Et c'est ça qui est la surprise. C'est qu'on se dit à la fois, l'adoption, elle est massive, elle est rapide, mais elle ne se fait pas là où on dit qu'il y a des priorités. Ça veut dire que quand même, là, il y a quelque chose à aller creuser sur comment ça se fait. Parce qu'en vrai, tous les gens qui pilotent leur projet, s'ils savent où sont leurs priorités, il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Donc ça interroge quand même des choses et qu'on va voir dans les enseignements suivants. On va commencer à identifier en fait les raisons pour lesquelles on ne va pas tout de suite sur les priorités. Oui, parce qu'en fait, on a une réponse, une hypothèse en tout cas, de réponse à cette bizarrerie. Exactement. Alors, je vois dans le chat qu'on a une question, à savoir est-ce que le support sera partagé? Bien sûr, vous pourrez en faire un usage et puis de toute façon, on va enrichir l'ensemble de ces informations. Aujourd'hui, c'est un top départ. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment un top départ à nourrir en fait les données quantitatives et qualitatives sur vraiment l'usage de l'IA au service de l'intérêt général. Sur l'enseignement suivant, l'enseignement numéro 7, on a sur 617 répondants. Et sur les 617 répondants, on a à peu près 600 structures différentes. On a seulement trois organisations qui utilisent régulièrement l'IA sur toute la chaîne d'impact. Donc, sur l'ensemble des 6 étapes de la chaîne d'impact. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable de se dire sur autant de structures qui contribuent à l'intérêt général, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que toutes ces organisations-là ont conscience qu'il faut y aller, mais il ne faut pas y aller n'importe comment. Et donc ça aussi, c'est un enseignement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que dans les 3 organisations qui utilisent régulièrement l'IA, en fait, ce sont des structures qui ne se ressemblent pas. On a à la fois un établissement public de grande envergure, on a une agence de l'État et on a une association. Donc, j'ai envie de dire quand même, quand on regarde ce type de structure, c'est un peu le grand écart des structures. Il aurait pu manquer qu'une entreprise engagée sur l'ensemble et on avait un petit peu le quatuor des différentes typologies d'organisation. Donc, on voit bien que l'usage systémique, il est exceptionnel. Que l'écart de maturité, en fait, il risque de se creuser si on n'accompagne pas les structures, non pas dans l'adoption de l'IA, mais dans la structuration de l'ingénierie d'impact de leur activité. Et c'est ça un petit peu l'enseignement révolutionnaire de ce baromètre. Révolutionnaire, j'utilise des grands mots, mais en tout cas, vraiment l'enseignement structurant de ce baromètre. Alors, je vais un petit peu vite sur les enseignements, mais comme ça va nous laisser du temps un petit peu pour la parole, pour pouvoir échanger ensuite. L'enseignement suivant, l'enseignement numéro 8, c'est que, là aussi surprise, les fonctions structurantes de l'acquisition, de l'utilisation de l'intelligence artificielle ne sont pas celles qu'on croit. On a d'abord un usage par les fonctions projet. On est là à 28%, donc un petit peu moins d'un tiers, mais quand même. On a des fonctions du social qui, elles, l'utilisent pour un quart. Donc, tout ce qui est fonction sociale d'accompagnement. Ça, c'était le profil des répondants sur cette fonction-là. On a ensuite un usage pour un cinquième, pour 20% des utilisateurs de l'IA au niveau professionnel sur des dimensions stratégiques. Et là aussi, c'est intéressant de voir que la fonction stratégique s'empare de l'IA sur la chaîne d'impact. Et puis, vous voyez
un petit peu loin derrière, les fonctions techniques. Dans les fonctions techniques, il y a différentes dimensions, mais vous pourrez le voir dans les détails de la présentation du baromètre. Et une fonction un peu surprenante, c'est la fonction RH. La fonction RH qui, elle, dit, bah voilà, nous, on intègre l'IA déjà pour 10% d'entre nous sur cette fameuse chaîne d'impact. Alors attention là, pour ceux qui sont RH, on se dire, bah, nous, on utilise déjà des ATS, des outils pour les recrutements, etc. Oui, mais le recrutement, bah, c'est une partie de la chaîne d'impact. Ce n'est pas l'ensemble de la chaîne d'impact. Donc, ces 10%-là, presque 11, reflètent bien en fait ce qui est en train de se passer à l'intérieur de l'usage de l'IA. Donc, ce sont bien les métiers projets qui sont au cœur de l'usage. Et je rajouterais, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est précisément ces profils-là qui ont des cas d'usage, qui savent partir de c'est quoi leurs besoins et trouver dans l'IA une solution, plutôt que partir de la techno pour essayer de voir ce qu'on peut en faire. Tout à fait. Et ça, bah, c'est, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui ont conçu des infrastructures en fait numériques à l'intérieur de leur organisation, à chaque fois on dit il faut partir de l'utilisateur. Alors, il y a ce qu'on dit, et puis après, il y a la réalité de la mise en œuvre des projets numériques. Et bien là, ce sont directement les praticiens qui disent, bah, nous, on a justement cette démarche et ça part dans le bon sens. Donc là, c'est plutôt encourageant pour partir véritablement de l'usage. Sur l'enseignement suivant, enseignement numéro 9, l'avant-dernier, c'est ce qu'on a appelé un besoin d'empowerment plus que de formation. Alors, on a là autour de 20% des utilisateurs, pareil, quand vous voyez les chiffres, entre 12 et 20%, c'est en fonction de la chaîne d'impact, de là où ça se situe dans la chaîne d'impact, mais on a entre 12 et 20% des gens qui disent qu'ils ne savaient pas que l'IA pouvait être mobilisée sur certaines étapes. Et on a seulement 14% qui ont un cadre pour l'utilisation de l'IA dans leur organisation. Et seulement 11% ont un cadre formel. Donc ça aussi, c'est important de se dire, bah, quand on regarde le taux d'usage, quand on regarde le nombre de structures, la proportion des structures qui ont un cadre formel, ben, on se dit, bah, attention en fait à la vitesse d'acquisition, la vitesse d'arrivée de l'IA dans les pratiques, dans les usages, et puis ce qui va encadrer ces règles d'usage pour justement tout ce qui est sécurité des données, etc. Pourquoi on parle d'empowerment et pas de formation? On pourra revenir sur ce point un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Mais c'est notamment lié à la vitesse d'arrivée de l'IA dans nos usages. Et puis pour finir, notre dixième enseignement. Ah, il n'est pas là, on a un petit… Il y a une slide, il y a une slide, voilà, il est là. Voilà. Donc, c'est par rapport à l'IA Act. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'IA Act, c'est, on va dire de manière raccourcie, une mesure, un cadre européen qui est mis en place pour, on va dire, encadrer, en tout cas pour accompagner, plus que pour encadrer, pour accompagner l'acquisition de l'IA à l'intérieur de nos pratiques. Par exemple, aujourd'hui, pour être très concrète, quand vous voyez une vidéo, quand vous voyez une photo, bah, vous pouvez être tenté de vous demander, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Quand il y a un article qui est écrit sur différents supports, ça a été écrit par un humain ou ça a été écrit par une intelligence artificielle? Bah, cette question-là, elle devient de plus en plus légitime. Et donc, l'une des mesures de l'IA Act, c'est de dire, eh bien, lorsque l'intelligence artificielle a participé à la production d'une vidéo, d'un texte, d'une image, etc., quelle que soit la production, eh bien, il faut signifier qu'il y a eu effectivement usage de l'IA et qu'elle a été supervisée par un humain. Typiquement, c'est l'un des exemples, même s'il y a d'autres mesures.
Donc, ça veut dire que dans le cadre de l'IA Act, l'enjeu vraiment devient vraiment de faire attention à la souveraineté opérationnelle de la mise en œuvre, de l'acquisition de l'intelligence artificielle dans les pratiques. Le premier frein cité concerne les données, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis l'absence de structuration interne limite très très clairement l'usage de l'IA, puisqu'on est à plus d'un tiers des usages qui sont faits où les gens ne savent pas en fait que ça doit se faire sur la chaîne d'impact. Donc la question au final, c'est pas tant de savoir est-ce qu'on doit adopter l'IA ou pas, parce qu'en fait on voit bien que l'IA est déjà adoptée, mais c'est bien de construire une capacité interne à ajuster, sécuriser, maîtriser et interpréter vraiment cet usage de l'intelligence artificielle. Je vois que le temps passe. Je vois pas forcément. C'est parti complètement dans les temps. Super. Il nous reste encore un quart d'heure. Génial. Alors là, pour finir, je vois pas le chat s'il y a des remarques ou des questions. C'est parfait. Super. N'hésitez pas à poser vos questions, à émettre vos réactions par rapport à ça. Et puis pour conclure, le cadre en fait dans lequel s'est déroulé ce baromètre. Déjà, pourquoi on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cartographie transversale et méthodologique de l'IA dans l'intérêt général. Vous avez dû voir des études, il y a des études sur tel témoignage, telle pratique, tel usage, on l'a vu dans telle administration, telle collectivité, telle entreprise, telle association. Mais en vrai, on n'a pas encore d'études qui fait vraiment le tour des différents acteurs de l'intérêt général. Alors, quand nous, on parle des différents acteurs de l'intérêt général, c'est qu'effectivement, bien sûr, il y a les collectivités territoriales, l'État, les différentes institutions publiques, mais il y a aussi les associations. Il y a aussi les entreprises à travers leurs engagements RSE concrets. Et c'est pour ça qu'on est aussi à l'ORS aujourd'hui. Il y a également l'engagement de tous les contributeurs, que ce soit dans l'enseignement, dans les acteurs de l'ESS, etc. Donc, on voit bien que sur nos territoires, pour que ça fonctionne, c'est de multiples acteurs. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir cette dimension multi-acteurs. C'était aussi, pardon, je parle beaucoup, mais n'hésite pas à m'interrompre. Ce que je voulais compléter, c'est comme il n'y avait pas d'informations sur le sujet, on pouvait, en tout cas moi, j'en avais une vision mais il y a toute une population qui a la prétention d'avoir de l'impact et qui est en train de rester sur le quai de la gare et de voir passer le train de l'IA et de ne pas oser monter dedans. C'est une vision faussée. Et c'est le baromètre qui nous permet de se rendre compte que non. Non seulement ils ne sont pas sur sur le quai de la gare en train d'attendre, mais ils sont déjà montés dans le train. Ils sont conscients de la valeur ajoutée que ça peut apporter. Ils sont conscients qu'ils l'utilisent à des endroits. Ils devraient l'utiliser à des endroits où ils sont un petit peu plus en difficulté. On voit bien que l'IA ne remplace pas, ne pense pas à la place de. Il faut avoir structuré sa chaîne d'impact pour pouvoir réellement l'exploiter à fond. Mais surtout, moi, je trouve l'enseignement que ça nous apporte, c'est toutes les structures de l'impact, et en particulier dans le monde de l'ESS, dans le monde associatif, où il y a des financements qui se réduisent, toutes ne vont pas survivre. Celles qui ont la capacité à démultiplier leur impact, entre autres grâce à l'IA, c'est celles qui vont survivre. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir si on monte dans le train ou pas, la question, c'est vraiment comment, c'est ce que tu disais, comment on fait pour en tirer le meilleur parti, pour l'utiliser comme un bras de levier pour démultiplier son impact. Et la puissance de l'IA est redoutable pour ça. Oui, c'est vraiment majeur. Et puis, ce qu'on est allé chercher, c'est cette dimension un peu de l'invisibilité, ce qu'on voit pas, de déconstruire les stéréotypes ou au contraire, en tout cas, de transformer les stéréotypes en c'est un fait. Et pas juste une représentation. Et puis, on est allé voir, donc je vous disais, cette transversalité d'acteurs. On a commencé en le lançant lors des rencontres techniques de l'ANPP,
donc auprès des élus, proches de leur territoire. On a lancé ce questionnaire-là pendant 3 mois, le temps de laisser chacun se situer pour répondre. Et puis, on a eu un moment massif. En fait, on a eu des contributions massives avec des gens qui veulent témoigner de leur expérience. On a eu je crois, au moins 10-15% de contributeurs qui nous ont dit, bah voilà, on veut partager notre expérience. Donc là, on refera une rencontre avec des exemples d'expériences qui ont lieu sur les territoires pour pouvoir vous les présenter. Avec des illustrations de cas d'usage très particuliers. Et c'est ça qui est très inspirant. Mmh. Alors, comment ça vous fait réagir tout ça? Bah, déjà à l'ORS peut-être? Alors, plusieurs réactions à la lecture des résultats quand j'en ai pris connaissance moi-même et puis en vous écoutant parler. C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu disais, Marion. Nous, c'est comme ça qu'on est monté à bord avec Gabriel et toi sur ce projet. On avait cet a priori de se dire le monde associatif va rester sur le carreau de l'IA parce que faute de moyens, on voit toujours l'IA avec cette bulle spéculative et le fait que ça te coûte extrêmement cher. Alors effectivement, on peut débattre du fait que tous les investissements ne sont pas rentables en termes d'IA, mais du coup, c'était notre a priori, ce que dément l'étude. Alors, il faut savoir qu'en parallèle, nous, on a conduit d'autres études sur le périmètre entreprise et sur la question de la collecte des données ESG au sein des entreprises. Je pense notamment au dernier baromètre qu'on a restitué avec Wavestone il y a un mois. Et donc, en effet, comme vous, on a constaté que l'IA était déjà là, bien présente dans les entreprises, avec des degrés de maturité effectivement pas tout à fait identiques partout, des différences par secteur, notamment d'activité. On aurait peut-être pu creuser davantage, mais nous, on s'est focalisé sur les fonctions RSE et DSI, donc ça aurait pu être intéressant de creuser davantage. Ce dont on s'est aperçu également, c'est le même premier enseignement que vous, à savoir que on n'a pas pu... C'est vraiment aussi intuitif parce qu'on n'a pas pu véritablement vérifier l'hypothèse de se dire que ça fait partie de notre culture française, de se dire, parce que le baromètre dont je parle est effectué sur les périmètres Royaume-Uni, Allemagne et France. Et il y avait vraiment une différence dans l'usage de l'IA et son déploiement par rapport aux entreprises françaises qui accusaient un retard par rapport aux entreprises allemandes et anglaises. Mais qui pourtant nous révélait qu'en termes de consolidation des données, de vérification de la donnée ESG, l'IA a été utilisée. Donc, on a émis l'hypothèse qu'en fait, il y avait cette méfiance vis-à-vis de l'IA, de la collecte des données, ce qui nous a en plus été confirmé par les auditions que nous avons fait par la suite pour éclairer les données chiffrées, des entreprises qui mettent en place une IA propre à l'entreprise pour maîtriser la souveraineté des données. Donc, on voit bien que le déploiement de l'IA en France se fait peut-être plus lentement que dans d'autres pays, mais avec cette question, comme tu le soulignais, de souveraineté qui est vraiment omniprésente. Et puis, moi, ce qui m'a attirée dans vos enseignements, on se pose beaucoup la question des compétences. Alors, l'employabilité des collaborateurs, c'est un vrai sujet. Hein. On oppose souvent que fin du mois et fin du monde, l'emploi à la transition écologique. Cette question des compétences RSE, des compétences pour faire des métiers plus verts, plus développement durable compatible, et puis qui sont confrontés à une espèce de concurrence avec ces compétences numériques qu'il faut sans cesse acquérir. Et on le voit bien avec l'IA, c'est exponentiel. On se pose la question de ce maintien dans l'employabilité, de ce maintien des compétences, ce qu'on appelle en RH de l'upskilling, et donc de la formation. Comment on fait pour former à tour de bras tout le monde sur des périmètres hyper larges, avec des compétences idoines à leur métier. Et en fait, j'aime beaucoup cette question d'empowerment, qui est de développer peut-être plus davantage des soft skills, la capacité de continuer à apprendre, comprendre l'outil et comprendre comment fonctionne l'IA pour savoir doser ce dont on a besoin de façon à pouvoir aller le chercher. Et je trouve que ça, c'est un concept très intéressant que le baromètre met en exergue, dont je pense que je vais vous piquer le copyright dans pas longtemps. Avec plaisir. Pour le réutiliser, y compris en parlant de compétences durables en réalité. Mais c'est particulièrement possible grâce à l'IA, c'est-à-dire que la connaissance et l'enjeu, c'est plus de transmettre de la connaissance. L'enjeu, c'est de prendre le pouvoir
empowerment, Ouais. sur le fait que, mais tiens, avec cette intuition que j'ai que dans mon métier, cette tâche-là, je dois pouvoir gagner du temps, et en appliquant à travers du prompt, à travers de l'agentique, à travers des solutions d'IA, c'est plus de la formation dont on a besoin, c'est de la capacité à faire. Et j'insisterai pour terminer sur, on a parlé de souveraineté, on a parlé d'éthique, on a parlé de réutiliser les données personnelles pour enrichir, alimenter des IA génératives, la fuite aussi des données, pas forcément individuelles, mais qui sont des données de votre métier. Le fait de discuter avec l'IA, ça va lui permettre d'apprendre votre métier. Et donc, la question de cette protection-là. On voit par le baromètre qu'il y a une très forte conscience des risques et des solutions existent. C'est des solutions souveraines, mais c'est des solutions qui coûtent cher et qui ne seront pas accessibles à toute la partie associative dont on a parlé, aux acteurs émergents de l'ESS, de l'entrepreneurs sociaux, etc. L'enjeu, c'est qu'il va falloir, pour lever ces freins, trouver des moyens de soutenir ces petites structures, par exemple avec des solutions mutualisées, avec des solutions d'hébergement souverain, éco-responsable en France, localisées, avec des IA open source qui sont montées sur ces serveurs-là et qui sont plus en connexion avec la Silicon Valley ou la Chine. Mais ça ne se fera pas toute seule. Les associations, elles ont les acteurs de l'ESS, ils ont la curiosité d'y aller. Ils y vont déjà, mais ils iront en bootstrap, ils iront avec les moyens du bord. Et donc, si on veut réellement répondre aux freins qui sont liés à la souveraineté des données, il faut des solutions mutualisées et faciliter que l'écosystème soit facilité pour qu'ils aient accès à ça. Sinon, les données vont partir. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas forcément dans l'usage de l'IA aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, parfois ils vont choisir un moteur de langage particulier où ils se disent, je choisis ça parce que y a un hébergement qui est en France. Mais en vrai, la donnée, elle va partir de France, aller aux États-Unis, revenir en France, parce que le serveur est en France, mais en fait, la circulation de la donnée repasse par les États-Unis ou repasse par la Chine ou repasse par d'autres. C'est pas grave en soi que ça passe par là ou là. Ce qu'il faut, c'est en avoir conscience, mesurer les risques et se dire, je prends ou pas ce risque-là. Il y a des alternatives, mais elles coûtent cher. Mais effectivement, la prise de conscience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écosystème, le secteur, il est parfaitement conscient de ces risques-là. Donc, maintenant, pour y aller, il faut lever ce frein. Et cette chose-là sur l'empowerment me semble absolument fondamentale. C'est fondamental parce que même nous, j'ai envie de dire, qui sommes au cœur de l'IA, au cœur de l'IA, en tout cas des usages de l'IA au quotidien, ça va appliquer à l'impact, ça va trop vite pour nous. On est dessus tout le temps. Donc, vous imaginez bien que pour des structures qui sont dans la gestion de projet de l'impact, ça va beaucoup trop vite. On ne peut pas suivre. Voilà. Donc, ça veut dire que si on a des organisations qui investissent de l'argent dans la formation, une fois faite, est obsolète. Quasiment dès le lendemain. Quasiment dès le lendemain. Donc, c'est là où l'empowerment, il a toute sa place. C'est comment on fait pour que les formations ne soient pas des formations à l'IA, mais soient des formations d'empowerment sur comment je fais cet usage de l'IA. Et ça, c'est tout l'enseignement en fait qui sort de ce baromètre. Ça, c'est vraiment très, très important. Gabrielle, je vois l'heure qui tourne. Oui. Il va falloir conclure. Il va falloir conclure. Alors, je vois que vous avez été timide dans le chat et si vous voulez bien nous dire déjà, en fait, si ça répondait aux questions. On a Frédéric Marquet qui veut poser une question. Alors, n'hésitez pas, prenez la parole. Je ne sais pas si je peux ouvrir vos caméras, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser la question au micro. Je vous écoute, Frédéric. Oui, bonjour. Donc Frédéric Marquet du territoire Paris-Est Marne-et-Bois, donc intercommunalité, 520 000 habitants, 12 villes. En fait, ce n'était pas forcément une question, Gabrielle, c'était surtout
d'attirer aussi l'attention. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi dans vos résultats, alors c'est vrai qu'il y a des belles surprises, c'est le côté structuration. C'est-à-dire que la chaîne d'impact, les fameuses étapes de la chaîne d'impact, je ne suis pas sûre que, notamment dans nos types de structures à nous, intercommunalités qui travaillent avec des villes, on ait bien conscience de toutes ces étapes. Et donc, l'importance après d'accompagner justement sur qu'est-ce que la chaîne d'impact déjà à la base, et même si on est sur l'intérêt général, nous on a des missions de service public, mais de là à ce qu'on se soit vraiment penché dans le détail, enfin je suis désolée de dire ça, mais sur la chaîne d'impact, c'est pas encore tout à fait fait. Et donc attirer l'attention aussi sur voilà, les différentes étapes de la chaîne d'impact, et donc se poser la question de l'usage de l'outil de l'IA à chacune de ces chaînes d'impact. Voilà, ça me semblait important aussi. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison, cette semaine, il y avait le Salon des maires de France qui avait lieu. On est intervenu là-bas et on a aussi entendu des conférences qui étaient spécialisées sur l'ingénierie en fait des projets de territoire. Et ça prouve bien que c'est un sujet en fait qui est au cœur des préoccupations. En revanche, on n'a pas forcément entendu le mot intelligence artificielle associé à ces préoccupations d'ingénierie. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est travailler à l'articulation des deux, et que l'intelligence artificielle, on ne doit pas l'utiliser. Ce n'est pas le propos. C'est simplement que si on veut l'utiliser, eh bien, il y a des précautions à prendre, et le premier pas, ce n'est pas la technique, eh bien, c'est plutôt l'ingénierie. Et ça, vraiment, c'est l'essentiel. Il est 14h pile. Merci beaucoup pour cette question qui nous permet de conclure sur les territoires. Et puis, on vous donne rendez-vous à tous pour d'autres restitutions qui auront lieu. On partagera bien sûr les supports. Je vous ai mis l'adresse électronique à laquelle vous pouvez écrire pour le recevoir. Et puis, merci aussi à vous. Merci. Et puis, on vous dit à bientôt pour la suite des témoignages des participants à ce baromètre. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.